De Teresa Wilson qui a dit « Je t'aime » à sa fille, à Betty Lou Beets qui a avoué sa peur à ses enfants, et Lisa Leanne Graham qui a fait ses adieux en silence, voici 20 mères meurtrières qui ont dit adieu à leurs enfants. Nous commencerons par la veuve noire qui a partagé une dernière communion avec ses enfants. Judias Judy V. Buenoano. En 1971, Buenoano a empoisonné son mari James Goodyear à l'arsenic en Floride, un décès initialement jugé comme étant dû à des causes naturelles liées à une maladie contractée au Vietnam, ce qui lui a permis de toucher 240 000 $ d'assurance vie. En 1980, elle a noyé son fils handicapé Michael lors d'une apparente innocente sortie en canoë, prétendant qu'il s'agissait d'un accident, pour toucher 20 000 $ d'assurance. Le règne de terreur de Buenoano aurait pu se poursuivre indéfiniment si elle n'avait pas tenté de tuer son fiancé, John Gentry, en 1983. Elle a tenté d'assassiner Gentry avec des raw vitamines contenant du paraformaldéhyde et une voiture piégée, mais il a survécu, dévoilant ainsi ses manigances. Les enquêtes ont conduit à l'exhumation des corps, confirmant la présence d'arsenic dans ceux de Goodyear et Michael. Elle a également été impliquée dans la mort par empoisonnement à l'arsenic de son petit ami Bobby Joe Morris en 1978 dans le Colorado et soupçonnée dans la mort d'un autre petit ami en 1980. Elle a été condamnée en 1984 pour le meurtre de Michael à la prison à vie et pour la tentative de meurtre de Gentry à 12 ans de prison, puis en 1985 pour le meurtre de Goodyear à la peine de mort. Le 30 mars 1998, à l'âge de 54 ans, Buenoano a été exécutée par électrocution, devenant ainsi la première femme exécutée en Floride depuis 1848. Buenoano a passé sa dernière nuit avec ses 2 enfants adultes, Kim Hawkins et James Goodyear Jr., partageant la communion et une dernière visite avant de leur dire au revoir. Passons maintenant à la pionnière des exécutions féminines, Margie Velma Barfield. Elle fut la première femme à être exécutée aux États-Unis après le rétablissement de la peine de mort en 1976. En 1978, Barfield assassina son fiancé Stuart Taylor en versant de l'arsenic dans sa bière, motivée par la découverte par celui-ci qu'elle falsifiait des chèques sur son compte. Mais ce n'était pas sa première victime. Elle a avoué en avoir empoisonné 3 autres, dont son deuxième mari en 1971, dont le décès avait initialement été attribué à une insuffisance cardiaque, sa mère Lillian Bullard en 1974, dont les symptômes de maladie grave avaient été mal diagnostiqués, et son employeuse âgée Dolly Edwards en 1977. Sa dépendance a exacerbé ses crimes qu'elle a commis dans le but d'obtenir un gain financier via une assurance ou un héritage. Reconnue coupable de meurtre au premier degré dans l'affaire Taylor en 1978, elle a été condamnée à mort après recommandation du jury. Le 2 novembre 1984, à l'âge de 52 ans, Barfield a été exécutée par injection létale, devenant non seulement la première femme exécutée aux États-Unis après 1976, mais aussi la première personne à être exécutée par cette méthode à l'heure nouvelle. Dans sa dernière déclaration, elle a remercié sa famille de l'avoir soutenue, laissant entendre qu'elle leur avait fait ses adieux émouvants lors de ses visites. Passons maintenant à la femme dont l'histoire ressemble à un macabre schéma de mariage et de meurtre. Betty Lou Beets. En 1983, Beets a tiré 2 fois sur son 5e mari, Jimmy Don Beets, puis l'a enterré dans leur jardin sous un puits à souhait afin de toucher les 10 000 $ de son assurance vie et sa pension. Ce qui rend les crimes de Beets particulièrement troublants, c'est qu'elle a impliqué son fils dans la dissimulation du corps et la mise en scène d'un accident de bateau. Les enquêtes ont permis d'exhumer Jimmy Dunn et de trouver des balles correspondant à une arme qu'elle possédait. Une nouvelle exhumation a révélé la présence du 4e mari, Doyle Wayne Barker, abattu en 1981 et enterré sous un hangar, également pour toucher l'argent de l'assurance. Malgré ses antécédents de mariage violent, Beets a invoqué la légitime défense, mais cela n'a pas été corroboré par des preuves. Reconnue coupable en 1985 du meurtre de Jimmy Dunn après un procès devant jury, elle a été condamnée à mort malgré ses appels invoquant le syndrome de la femme battue et l'inefficacité de son avocat. Le 24 février 2000, à l'âge de 62 ans, Beets a été exécutée par injection létale, devenant ainsi la première femme exécutée au Texas après 1976. Mère de 6 enfants et grand-mère, elle bénéficiait du soutien de sa famille, mais aucun membre de celle-ci n'était présent lors de l'exécution. Selon certaines informations, elle aurait reçu la visite de ses enfants avant son exécution, exprimant sa peur et son amour dans ses derniers jours. Voici maintenant l'un des exemples les plus poignants de l'amour maternel, transformé en instrument de mort. Christina Marie Riggs. En 1997, en proie à une grave dépression, à des difficultés financières et abandonnée par son fiancé, Riggs a étouffé ses enfants Justin, âgé de 5 ans, et Shelby, âgé de 2 ans. Elle a injecté à Justin du chlorure de potassium non dilué, volé sur son lieu de travail, lui causant une douleur atroce, puis a étouffé les 2 enfants après les avoir endormis avec des antidépresseurs. Après avoir tué ses enfants, Riggs a tenté de se suicider avec 28 comprimés d'Elavil et du potassium, mais elle a survécu.
Sa survie l'a conduite à faire des aveux dans lesquels elle a cité le stress post-traumatique lié à ses fonctions dans le cadre de l'attentat d'Oklahoma City comme facteur ayant contribué à son état mental. Reconnue coupable en 1998 de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, elle a renoncé à se défendre lors de la phase de détermination de la peine, demandant la mort pour être avec ses bébés. Cette demande inhabituelle a suscité un débat sur la question de savoir si une personne cherchant activement à être exécutée pouvait être considérée comme mentalement apte à prendre une telle décision. Le 2 mai 2000, à l'âge de 28 ans, Riggs a été exécutée par injection létale, devenant ainsi la première femme exécutée en Arkansas depuis 1845. Ses derniers mots ont exprimé son amour pour ses enfants et ses regrets pour ses actes, mais elle a maintenu que la mort la réunirait avec eux, exprimant dans sa dernière déclaration son désir de « être avec mes bébés ». Le cas suivant représente l'un des massacres familiaux les plus froidement calculés de l'histoire criminelle du Texas. Frances Elaine Newton. Le 7 avril 1987, Newton a abattu son mari Adrian, son fils Alton, âgé de 7 ans, et sa fille Farah, âgée de 21 mois, avec un pistolet de calibre 25 afin de toucher les 100 000 $ de l'assurance vie qu'elle avait souscrite quelques semaines auparavant. Elle a caché l'arme dans la maison abandonnée d'un parent et a prétendu qu'un trafiquant de drogue les avait tués à cause des dettes d'Adrian. Reconnue coupable de meurtre avec circonstances aggravantes en 1988, elle a été condamnée à mort après délibération du jury. L'affaire Newton a suscité la controverse lorsque des questions ont été soulevées quant à la fiabilité des preuves fournies par le laboratoire criminel de Houston, qui avait été éclaboussé par des scandales liés à des preuves contaminées. Les appels ont mis en évidence les scandales du laboratoire criminel de Houston concernant des preuves contaminées et l'inefficacité des avocats, mais ils ont été rejetés. Newton a obtenu un sursis de 120 jours en 2004 pour permettre de nouveaux tests, qui ont confirmé sa culpabilité. Même avec des techniques médico-légales avancées, les preuves continuaient de désigner Newton comme la meurtrière. Le 14 septembre 2005, à l'âge de 40 ans, Newton a été exécutée par injection létale, devenant ainsi la 3e femme exécutée au Texas depuis 1976. Dans sa dernière déclaration, elle a maintenu son innocence, affirmant qu'elle était exécutée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Jusqu'à son dernier souffle, Newton a refusé de reconnaître ce que les preuves avaient clairement démontré, qu'elle avait froidement exécuté toute sa famille pour de l'argent. Vient ensuite l'un des complots de meurtre à la demande les plus sanglants de l'histoire criminelle de la Virginie. Teresa Wilson Bean Lewis. En 2002, Lewis a engagé les tueurs à gages Rodney Fuller et Matthew Schellenberger pour assassiner son mari Julian et son beau-fils Charles afin de toucher 350 000 $ d'assurance. Elle leur a fourni de l'argent, des faveurs sexuelles et un accès à la maison en laissant la porte ouverte pour les tueurs. Lewis s'était transformé à la fois en cerveau et en participante active du complot. Les tueurs à gages ont abattu les victimes dans leur lit, tandis que Lewis attendait que Julian meure avant d'appeler le 911, puis fouillait son portefeuille. Même immédiatement après les meurtres, Lewis pensait à l'argent, fouillant les affaires de son mari mourant alors qu'il se vidait de son sang à quelques mètres de là. Reconnue coupable en 2003 de 2 chefs d'accusation de meurtre à la demande après avoir plaidé coupable, elle a été condamnée à mort en tant que cerveau. Les appels ont invoqué son QI de 72, indiquant une déficience intellectuelle limite et un trouble de la personnalité dépendante, mais ils ont été rejetés. L'affaire a pris une tournure encore plus tragique lorsque le complice Schellenberger s'est suicidé, incapable de vivre avec la culpabilité de ses actes. Le 23 septembre 2010, à l'âge de 41 ans, Lewis a été exécuté par injection létale, devenant ainsi la première femme exécutée en Virginie depuis 1912. Les derniers mots de Lewis ont été adressés à sa fille. « Je veux juste que Cathy sache que je l'aime et que je suis vraiment désolé. » Passons maintenant du cas de Lewis à une affaire horrible de maltraitance et de négligence envers des enfants dans l'histoire criminelle du Texas. Lisa Ann Coleman. En 2004, Coleman, avec sa petite amie Marcella Williams, la mère du garçon, a affamé et maltraité Davontae jusqu'à ce que mort s'ensuive. Au moment de son décès, Davontae ne pesait que 16 kg et son petit corps était couvert de plus de 250 cicatrices. Les poignets et les chevilles du garçon portaient des traces de ligotage et il avait été enfermé dans un garde-manger. Les résultats de l'autopsie ont révélé une malnutrition, une pneumonie et des traces de coups systématiques. Reconnu coupable en 2006 de meurtre avec circonstances aggravantes pour enlèvement par séquestration dans son domicile, Coleman a été condamné à mort. L'accusation d'enlèvement était fondée sur le fait que Davontae avait été séquestré dans sa propre maison, empêché de demander de l'aide ou de s'échapper. Les appels ont contesté l'élément d'enlèvement, des témoins l'ayant vu sans entrave, et ont invoqué l'inefficacité de l'avocat, mais ils ont échoué. Malgré les arguments selon lesquels l'accusation d'enlèvement était inappropriée, puisque les abus avaient eu lieu dans la propre maison de l'enfant, les tribunaux ont confirmé la condamnation et la peine. Le 17 septembre 2014, à l'âge de 38 ans, Coleman a été exécuté par injection létale, devenant ainsi la 6e femme exécutée au Texas depuis 1976.
Dans sa dernière déclaration, elle a exprimé des remords pour ses actes et a demandé pardon à la famille de Davenport. Cependant, aucun mot ne pouvait effacer les mois de torture qui avaient précédé la mort du jeune garçon. Le cas suivant est celui de la voleuse de bébés. Lisa Marie Montgomery. Le 16 décembre 2004, Montgomery a étranglé Bobby Jo Stinnett, enceinte dans le Missouri, puis a découpé son fœtus de 8 mois avec un couteau et a kidnappé le bébé qui a survécu. La motivation de Montgomery provenait du fait qu'elle simulait une grossesse dans le cadre d'une bataille pour la garde de son enfant et qu'elle avait subi une ligature des trompes, ce qui rendait une grossesse naturelle impossible. Elle a rencontré Stinnett en ligne sous un pseudonyme, établissant une relation basée sur leur intérêt commun pour l'élevage de chiens. Reconnue coupable au niveau fédéral en 2007 d'enlèvement, ayant entraîné la mort, Montgomery a été condamnée à mort. Les appels ont mis en évidence les graves abus subis par Montgomery pendant son enfance, notamment l'inceste et la traite, des lésions cérébrales et des troubles mentaux, notamment un syndrome de stress post-traumatique et une dissociation, mais ils ont été rejetés. Le 13 janvier 2021, à l'âge de 52 ans, Montgomery a été exécutée par injection létale, devenant ainsi la première femme à être exécutée au niveau fédéral depuis 1953. Elle avait 4 enfants et a été décrite comme déconnectée de la réalité dans ses dernières heures, mais elle a passé des appels téléphoniques à sa famille pour lui exprimer son amour en guise d'adieu. Les derniers mots de Montgomery ont exprimé son amour pour sa famille et ses remords pour ses actes. Le cas suivant représente la trahison ultime de la relation parent-enfant adoptif. Patricia Blackmon. En 1999, Blackmon a battu à mort sa fille adoptive de 2 ans, Dominiqua, avec une queue de billard. Elle a piétiné la poitrine de l'enfant, laissant une empreinte de chaussure, et lui a causé des fractures du crâne, des fractures osseuses et des lésions internes. Blackmon a appelé le 911 en prétendant que l'enfant ne respirait plus, mais l'autopsie a révélé des preuves de maltraitance chronique. L'examen médical a montré que Dominica avait subi des abus répétés au fil du temps, indiquant que sa mort était l'aboutissement d'une torture continue. Cette affaire était particulièrement tragique car Dominica avait été placée chez Blackmon par le biais du système d'adoption, vraisemblablement après avoir été sauvée d'une situation dangereuse. Reconnu coupable en 2001 du meurtre avec circonstances aggravantes d'un enfant de moins de 14 ans, Blackmon a été condamné à mort. L'âge de la victime a constitué une circonstance aggravante qui a rendu cette affaire passible de la peine capitale en vertu de la loi de l'Alabama. Les appels ont fait valoir que l'inconscience pendant les coups annulait la circonstance aggravante odieuse, mais ils ont été rejetés. L'équipe de défense de Blackmon a tenté de faire valoir qu'elle était dans un état dissociatif pendant l'agression, mais les tribunaux ont jugé cet argument peu convaincant compte tenu de la nature prolongée de l'attaque. Blackmon est dans le couloir de la mort depuis le 7 juin 2002, à l'âge de 53 ans, et y est toujours aujourd'hui. Près de 2 décennies plus tard, elle continue d'attendre son exécution pour le meurtre brutal de l'enfant qu'elle avait promis de protéger et d'élever. Passons à une autre affaire impliquant un tueur d'enfants en bas âge. Tiara Capri Goebel. En 2004, Goebel a battu à mort son fils Phoenix, âgé de 4 mois, lui causant une fracture du crâne, 5 côtes cassées, des poignets cassés et de nombreuses ecchymoses. Au moment du meurtre, Goebel faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction de contact émise par le DCF de Floride pour des faits de maltraitance antérieure et vivait illégalement avec Phoenix. Ce détail a révélé qu'il y avait déjà eu des inquiétudes quant à la capacité de Goebel à s'occuper de son enfant en toute sécurité, rendant la mort de Phoenix encore plus tragique et évitable. Malgré l'ordonnance d'interdiction de contact, Goebel avait pu retrouver l'accès à son fils, avec des conséquences mortelles. Reconnu coupable en 2005 du meurtre avec circonstances aggravantes d'un enfant de moins de 14 ans, Goebel a été condamné à mort par un juge qui a outrepassé la recommandation du jury, 10 voix contre 2. Cette décision judiciaire, autrefois courante en Alabama, permettait au juge d'imposer la peine de mort, même lorsque les jurys recommandaient la prison à vie. Les appels invoquant des problèmes de préméditation et de santé mentale, notamment la dépression postpartum et le TDAH, ont échoué. L'équipe de défense de Goebel a fait valoir que ces problèmes de santé mentale, notamment la dépression postpartum, auraient dû être considérés comme des circonstances atténuantes. Mais les tribunaux sont restés de marbre. Goebel est dans le couloir de la mort depuis le 1er décembre 2005, à l'âge de 40 ans, et y est toujours aujourd'hui. Près de 2 décennies plus tard, elle continue d'attendre son exécution pour le meurtre brutal de son fils en bas âge. La prochaine est une mère qui a pris la décision calculée que sa fille avait plus de valeur morte que vivante. Lisa Leanne Graham. Elle a engagé Kenneth Walton pour assassiner sa fille de 20 ans, Stephanie Shea Graham, qu'elle considérait comme un fardeau en raison de sa toxicomanie et de leur conflit. Le meurtre a été orchestré alors que Stephanie était venue passer le week-end chez elle. Graham a attiré sa fille sur une route rurale du comté de Russell, où Walton lui a tiré 6 balles. Le mari de Graham a dénoncé son implication à la police après avoir entendu des conversations compromettantes et les enregistrements téléphoniques l'ont relié à Walton. Reconnue coupable en 2015 de meurtre avec circonstances aggravantes, meurtre à forfait, elle a été condamnée à mort par un jury à 10 voix contre 2.
Le jury a été horrifié par le fait qu'une mère ait pu engager quelqu'un pour tuer son enfant, plutôt que de faire face aux défis liés à la toxicomanie. Graham, aujourd'hui âgé de 52 ans, est toujours dans le couloir de la mort à la prison pour femmes, Julia Tutwiler. Passons maintenant au cas de la belle-mère infernale. Heather Levell Keaton. En 2010, Levell Keaton a empoisonné et étranglé les deux enfants de son concubin, John DeBlase, Nathalie, 4 ans, et Chase, 3 ans. Elle les a empoisonnés avec de l'antigel, puis les a ligotés avec du ruban adhésif et étranglés, avant de se débarrasser de leur corps dans une zone boisée près de Mobile. La découverte des restes des enfants a été déchirante pour les enquêteurs et la communauté. Les restes de Nathalie ont été retrouvés en 2012, ceux de Chase en 2011. Les enfants avaient disparu depuis des mois avant que leur corps ne soit découvert dans des zones boisées distinctes, leurs restes décomposés racontant l'histoire de leurs derniers moments terrifiants. Levell Keaton et DeBlase se sont mutuellement accusés, mais les preuves, notamment ses aveux, et les preuves matérielles, ruban adhésif antigel, l'ont impliqué. Les preuves matérielles étaient accablantes. Reconnue coupable en 2015 de 2 chefs d'accusation de meurtre, passible de la peine capitale, enfant de moins de 14 ans, elle a été condamnée à mort sur recommandation du jury. Les appels invoquant l'inefficacité de son avocat et contestant la constitutionnalité de la peine de mort ont échoué. Elle est toujours dans le couloir de la mort à l'âge de 35 ans, une femme qui est passée du statut de belle-mère à celui de meurtrière. Le cas suivant est un autre exemple de meurtre maternel à des fins financières. Christy Michelle Scott. En 2008, Scott a mis le feu à sa maison, causant la mort de son fils de 6 ans, Mason, afin de toucher 175 000 $ d'assurance vie. À Russellville, elle avait souscrit cette assurance quelques jours avant l'incendie, qu'elle a déclenché dans la chambre de Mason pendant qu'il dormait. Le lieu où le feu a pris est particulièrement accablant. Scott avait délibérément mis le feu dans la chambre de son fils, s'assurant ainsi qu'il serait piégé et incapable d'échapper aux flammes et à la fumée. Les enquêteurs ont trouvé des traces d'essence et ont conclu à un incendie criminel. Scott a prétendu qu'il s'agissait d'un problème électrique, mais ses déclarations incohérentes et ses incendies suspects antérieurs, dont un incendie domestique en 2006 pour 100 000 $ d'assurance, ont conduit à son arrestation. Reconnu coupable en 2009 de meurtre avec circonstances aggravantes, meurtre lors d'un incendie criminel, elle a été condamnée à mort par un jury à 10 voix contre 2. Les appels invoquant des instructions incorrectes du jury et des preuves insuffisantes ont été rejetés en 2012. L'équipe juridique de Scott a tenté diverses stratégies pour faire annuler sa condamnation. Mais les preuves étaient trop claires et la nature de son crime trop odieuse pour que les tribunaux lui accordent une réparation. Scott, âgée de 47 ans, est toujours dans le couloir de la mort à la prison Julia Tutwiler, où elle attend son exécution pour avoir transformé sa maison en bûcher funéraire pour son fils. Passons maintenant à une affaire qui constitue l'un des exemples les plus dévastateurs d'extermination familiale dans l'histoire criminelle de la Californie. Socorro Caro. En 1999, Caro a abattu 3 de ses 4 fils, Joey, 11 ans, Michael, 8 ans, et Christopher, 5 ans, dans leur maison de Santa Rosa Valley, épargnant son plus jeune fils, qui est sorti indemne. Motivée par des conflits conjugaux et des différends financiers avec son mari Xavier, elle a utilisé un revolver de calibre 38 pour tirer sur chaque enfant à la tête pendant leur sommeil. Caro a tenté de se suicider en se tirant d'une balle, mais elle a survécu. Son suicide manqué lui a valu d'être traduite en justice pour ses crimes. Les traces de sang, ses empreintes digitales sur l'arme et ses antécédents de violence domestique, elle avait déjà agressé Xavier, contredisaient son affirmation d'innocence. Reconnue coupable en 2001 de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes, meurtres multiples, elle a été condamnée à mort en 2002. Les appels invoquant des problèmes de santé mentale, dépression, possible psychose post-partum et l'inefficacité de son avocat ont été rejetés. Caro, âgée de 67 ans, est toujours dans le couloir de la mort à la prison pour femmes de Californie centrale, où elle a passé plus de 2 décennies à attendre son exécution pour le meurtre de 3 de ses 4 fils. Son enfant survivant doit vivre avec la certitude que sa mère a choisi de l'épargner tout en tuant ses frères, un fardeau qui le suivra toute sa vie. Au-delà de cette affaire, voici l'un des exemples les plus inhabituels et les plus tragiques de meurtre maternel. Jessica Hahn. Cette femme transgenre a battu à mort sa fille Montana, âgée de 2 mois, et son fils Jason, âgé de 6 semaines, respectivement en 1997 et 2001 en Californie. À Desert Hot Springs, elle a tué Montana par traumatisme contondant, cachant son corps dans un entrepôt, puis a tué Jason de la même manière, se débarrassant de son corps en Arkansas. Les 2 enfants étaient ses enfants biologiques, qu'elle avait eus avec sa partenaire Chrissy Wernz. L'enquête sur ces crimes a été compliquée par le temps s'écoulé et le fait que les corps aient été dissimulés dans 2 états différents. Les preuves comprenaient les restes décomposés, les aveux de Hahn et le témoignage de Wernz la mettant en cause. Reconnue coupable en 2013 de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes, meurtre multiple, torture,
Elle a été condamnée à mort. La circonstance aggravante de torture reflétait la nature particulièrement odieuse du fait de battre des nourrissons à mort, des crimes qui ont choqué même les procureurs et les enquêteurs expérimentés. Des appels contestant la recevabilité des preuves et l'impact de son identité transgenre sur l'équité du procès sont en cours. L'équipe juridique de Han a soulevé diverses questions en appel, notamment celle de savoir comment son statut de transgenre a pu affecter l'équité de son procès. Han, âgé de 47 ans, est toujours dans le couloir de la mort à Saint-Quentin, après avoir changé de sexe pendant son incarcération. Les 2 nourrissons qui ont péri entre ses mains méritaient protection et amour, et non la violence qu'ils ont subie au cours de leur brève existence. Passons maintenant à un exemple récent de torture et de meurtre d'enfants en Californie. Belinda Magana. En 2016, Magana a brûlé et battu à mort son fils de 2 ans, Malachi, à Bakersfield. Elle l'a plongé dans de l'eau bouillante, lui causant de graves brûlures, et l'a battu avec une ceinture, lui infligeant des blessures mortelles. Fracture du crâne, lésions organiques. Les preuves médicales ont révélé toute l'étendue des souffrances de Malachi, des brûlures couvrant 60% de son petit corps, associées à un traumatisme contondant qui s'est finalement avéré fatal. Motivée par la frustration que lui causait son comportement, elle a retardé les soins médicaux pendant plusieurs jours. Les preuves matérielles étaient accablantes et indéniables. Les brûlures étendues et les blessures traumatiques ne pouvaient être expliquées par un accident ou le résultat d'incidents normaux de l'enfance. Reconnue coupable en 2019 de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes, torture, elle a été condamnée à mort sur recommandation du jury. La circonstance aggravante de torture reflétait la reconnaissance par le jury que la mort de Malachi n'était pas le résultat d'une perte de contrôle momentanée, mais d'une campagne soutenue d'abus et de torture. L'équipe de défense de Magana a tenté de faire valoir que des problèmes de santé mentale auraient dû constituer des circonstances atténuantes. Mais les tribunaux ont estimé que les preuves de torture délibérée étaient trop accablantes pour être excusées. Magana, âgée de 39 ans, est toujours dans le couloir de la mort à la prison pour femmes de Californie centrale, où elle attend son exécution pour avoir torturé et assassiné son fils en bas âge. Le cas suivant illustre comment un comportement criminel peut corrompre les relations familiales. Valérie Di Martin. En 2003, Martin a assassiné son petit ami avec l'aide de son fils de 14 ans, Brandon. Poussés par des différends financiers et des problèmes familiaux, elle et Brandon ont battu et poignardé Whiteside, puis ont abandonné son corps dans le désert. La brutalité du meurtre, qui a impliqué à la fois des coups et des coups de couteau, a révélé un niveau de rage et de violence qui a choqué les enquêteurs, d'autant plus grave qu'un enfant était impliqué. Les dommages psychologiques infligés à Brandon, contraint de participer à un meurtre à un si jeune âge, ont ajouté une dimension supplémentaire à ce crime déjà horrible. Les preuves comprenaient du sang dans leur maison, les aveux de Brandon et les tentatives de Martin pour nettoyer la scène du crime. Les preuves matérielles ont clairement établi l'implication de Martin et de son fils dans le meurtre, malgré les tentatives de Martin pour détruire les preuves et dissimuler le crime. Reconnue coupable en 2010 de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes, embuscade, elle a été condamnée à mort. Les appels affirmant que le témoignage de son fils avait été obtenu sous la contrainte et contestant la proportionnalité de la peine de mort ont échoué. Martin, âgé de 58 ans, est toujours dans le couloir de la mort à la prison pour femmes de Californie centrale, où elle continue d'attendre son exécution pour le meurtre qui a détruit non seulement la vie de sa victime, mais aussi l'innocence enfantine de son fils. Le prochain cas est l'un des crimes les plus sexuellement sadiques de l'histoire criminelle de la Californie. Michelle Lynn Michaud. En 1997, Michaud a kidnappé, torturé sexuellement et assassiné Vanessa Leigh Sampson, 22 ans, à Pleasanton, avec son petit ami James Daveggio. Le couple a enlevé Sampson, l'a torturé dans une camionnette, l'a étranglé et a jeté son corps dans un canyon. Michaud avait déjà maltraité sa propre fille, mais sans lui causer la mort. Ses antécédents de violence domestique ont révélé un schéma de violence à l'encontre de personnes vulnérables, suggérant que le meurtre de Sampson n'était pas un incident isolé, mais s'inscrivait dans un schéma plus large de comportement prédateur. Les preuves comprenaient l'ADN, le contenu de la camionnette et le témoignage de Daveggio à son encontre. Les preuves matérielles étaient accablantes, notamment les preuves médico-légales provenant de la scène du crime et le témoignage de son co-accusé, qui établissait clairement la participation active de Michaud à la torture et au meurtre. Reconnue coupable en 2002 de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes, meurtre pendant un enlèvement, viol et torture, elle a été condamnée à mort. Les multiples circonstances aggravantes reflétèrent la nature particulièrement odieuse du crime, qui impliquait non seulement un meurtre, mais aussi un enlèvement, des violences sexuelles et des tortures. Les appels invoquant un préjugé sexiste dans la détermination de la peine et des problèmes de santé mentale, syndrome de stress post-traumatique, résultant de violences subies pendant l'enfance, ont été rejetés. Michaud, âgé de 66 ans, est toujours dans le couloir de la mort à la prison centrale pour femmes de Californie, où elle attend son exécution pour son rôle dans l'un des meurtres les plus sadiques de Californie. Voici un autre cas brutal d'extermination familiale préméditée dans l'histoire criminelle de la Californie. Manling Song Williams. En 2007, Williams a étouffé ses fils,
Devon, 7 ans, et Ian, 3 ans, avec un oreiller et a poignardé son mari, Neil, plus de 90 fois avec un sabre de samouraï à Rowland Heights. Motivée par une liaison avec John Gregory et le désir de prendre un nouveau départ, elle a rédigé une fausse lettre de suicide au nom de Neil, consulté le profil MySpace de Gregory et est sortie avec des amis avant les meurtres. Les preuves comprenaient le sabre, des traces de sang et son appel incohérent au 911, dans lequel elle affirmait avoir trouvé ses fils morts après avoir fait des courses. La tentative de Williams d'établir un alibi en affirmant qu'elle faisait du shopping au moment des meurtres a été contredite par les preuves médico-légales et les témoignages. Reconnue coupable en 2010 de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes, meurtres multiples, guet-apens. Une deuxième phase de détermination de la peine, en 2011, a abouti à une condamnation à mort en 2012. L'équipe juridique de Williams a tenté de faire valoir que les meurtres n'étaient pas prémédités, mais plutôt impulsifs. Mais les preuves de planification et de préparation étaient trop accablantes pour étayer cette affirmation. Williams, âgée de 46 ans, est toujours dans le couloir de la mort à la prison centrale pour femmes de Californie, où elle attend son exécution pour le meurtre brutal de toute sa famille. Et maintenant, examinons un cas unique où cette femme est la seule à être dans le couloir de la mort dans l'Idaho. À Robin Lee Rowe. En 1992, Rowe a mis le feu à sa maison de Boise, tuant son mari Randy et ses enfants Joshua, 10 ans, et Tabitha, 8 ans, afin de toucher 28 000 $ d'assurance vie. Elle avait souscrit des polices d'assurance peu avant l'incendie, allumé le feu avec de l'essence et s'était assurée que les détecteurs de fumée étaient désactivés. Rowe était absente lors de l'incendie, affirmant qu'elle se trouvait chez une amie. Cette tentative d'alibi visait à l'éloigner de la scène du crime, mais les enquêteurs ont rapidement compris sa supercherie lorsqu'ils ont examiné les preuves matérielles et la chronologie des événements. Les enquêteurs ont confirmé qu'il s'agissait d'un incendie criminel, et ses motivations financières ont été révélées. Les preuves médico-légales étaient accablantes, des résidus d'essence dans toute la maison, des détecteurs de fumée désactivés et le moment suspect de la souscription des polices d'assurance, tout désignait Rowe comme l'incendiaire et la meurtrière. Reconnue coupable en 1993 de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, meurtre lors d'un incendie criminel, elle a été condamnée à mort par un juge. Les appels invoquant un préjugé sexiste et l'inefficacité de son avocat ont été rejetés par la Cour suprême de l'Idaho en 1997. Âgée de 68 ans, Rowe est toujours dans le couloir de la mort au centre correctionnel pour femmes de Pocatello, seule femme condamnée à mort dans l'Idaho. Depuis près de 3 décennies, elle attend son exécution pour avoir transformé la maison familiale en un piège mortel. Un crime qui continue de choquer les habitants de l'Idaho qui se souviennent de l'affaire. Le triste héritage de ces affaires nous rappelle de manière frappante que le lien sacré entre une mère et son enfant, bien qu'il soit généralement indestructible, peut être brisé par des forces connues et inconnues. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur celle qui s'affiche sur votre écran pour en voir d'autres.